Bonjour à vous, Isabelle Jolinet, psychologue, Amélie Saïda, psychologue. Nous sommes Bonjour. auteurs du livre Tout savoir pour composer avec les turbulences à l'adolescence chez Midi 30. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter une mini-conférence sur l'anxiété. Donc, vous donner des petits trucs pour vous aider à mieux gérer votre anxiété au quotidien. Donc, Amélie va nous partager son écran. Et puis, on va pouvoir commencer. Alors, bonjour tout le monde. Oui, alors on va regarder un petit peu, vous allez avoir quelques informations qui se retrouvent dans notre livre, mais aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est cette idée de se battre avec notre anxiété. À quoi bon? Hein? Est-ce que ça fonctionne? Donc, si on regarde un petit peu ici, dans l'objectif de notre petite conférence aujourd'hui, on va dans un premier temps démystifier l'anxiété. Donc, on va essayer d'un petit peu démêler tout ça, qu'est-ce qu'on entend par l'anxiété, apprendre aussi à démêler son inconfort émotionnel pour ensuite mieux comprendre quand on ressent justement comme des vagues émotionnelles. Ça se présente souvent comme une grosse vague qui se présente à nous. Mais on va voir comment on peut un petit peu démystifier puis mieux réagir face à l'anxiété. Comme je viens de vous le mentionner, souvent, ça se présente comme une grande vague. Hein? Et notre premier réflexe, c'est souvent de se demander, hein, ben, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Hein? Pourquoi je réagis comme ça? Est-ce que c'est normal? Hein? C'est souvent les premières, on se pose toutes sortes de questions quand on ressent un inconfort émotionnel sur le coup, qui est un réflexe normal, naturel, qu'on fait tous. Hein? Ce n'est pas très confortable de ressentir une vague d'émotions. Fait que souvent, on va tout de suite d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis quand on se pose ces questions-là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec nous, mais souvent juste le fait de se poser, voyons, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, c'est comme si on trouve ça pas normal, puis c'est comme si on était en train indirectement un petit peu de juger qu'est-ce qu'on est en train de ressentir. Donc, cette question-là de savoir, est-ce que mon anxiété, est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'elle est excessive? C'est une question qu'on nous pose souvent quand on est avec les jeunes, avec des adultes aussi. Tout le monde, je pense qu'on peut des fois se poser cette question-là. Et on voulait un petit peu, dans un premier temps, peut-être défaire un mythe par rapport à l'anxiété. Hein, cette idée-là que l'anxiété est nécessairement négative. Fait que si vous regardez ici, on a présenté une petite courbe que vous avez à l'axe horizontal, on a l'anxiété. Donc, plus on augmente sur cet axe-là, plus le niveau d'anxiété augmente. Et vous allez trouver aussi à la verticale, sur l'axe des Y, donc on a mis ici l'efficacité ou notre performance. Donc, en d'autres mots, plus on augmente sur cet axe-là, plus évidemment notre efficacité puis notre performance dans une situation est donc optimale. Voici ce qui se passe souvent dans notre tête par rapport à l'anxiété. Voyez la ligne qu'on a mis la ligne qui descend, hein, où on a écrit perception erronée. Mais souvent, c'est ça qui se passe. Hein. Regardez, c'est qu'on a l'impression que si on a des niveaux faibles d'anxiété, on va avoir une performance optimale, puis que ça va être très efficace. Et que plus mon anxiété augmente, plus mon efficacité dans ma performance diminue. Par contre, ce n'est pas ce qu'on observe avec la recherche et également dans notre pratique aussi clinique. Ce qu'on voit, c'est que notre anxiété peut, jusqu'à un certain point, être une alliée, puis ça se présente plus comme une courbe, c'est comme un peu un U inversé. Hein? Puis même un petit U qui tire vers la droite un petit peu. Puis ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que, vous voyez, si on est avec des taux d'anxiété très faibles, j'ai une performance qui est assez faible aussi. Et plus mon anxiété commence à augmenter, mais plus mon efficacité augmente. Hein, je vous donnerai un exemple quand on fait une présentation orale. Hein, si j'ai vraiment aucune anxiété par rapport à ma présentation orale, ben, peut-être que ça va avoir un effet aussi sur mon comportement, puis je risque de très peu me préparer ou je vais arriver devant la classe, j'ai peut-être une attitude un petit peu nonchalante, détachée, puis ça ne va peut-être pas donner une performance dans le fond, optimale. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que plus je ressens une certaine nervosité, une certaine anxiété, bien, on voit que ça aide
Donc, à un certain niveau, hein, on devient un petit peu plus attentif, on est plus préparé. Notre concentration aussi est davantage allumée. Par contre, c'est sûr qu'il y a un seuil optimal. Puis par la suite, vous voyez où ce qu'on a écrit souffrance inutile, c'est que c'est vrai que des fois, hein, le bon vieux dicton, trop, c'est comme pas assez. Des fois, quand on a trop d'anxiété, bien, effectivement, c'est là qu'on va paralyser, qu'on peut paniquer, puis que là, effectivement, notre efficacité diminue. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un petit peu justement comment est-ce qu'on peut rester dans une zone un petit peu plus optimale de l'anxiété, mais on voulait déjà dans un premier temps défaire ce mythe-là qu'il faut absolument enlever l'anxiété parce que quand on voit la courbe qui est ici, on voit que finalement, l'anxiété peut vraiment nous aider dans des situations de performance. Donc, si on veut rester dans le haut de la courbe, justement, puis pas que ça redescende, la manière dont on va réagir face à notre vague d'anxiété, ça va jouer un grand rôle. Souvent, face à notre vague, bien, il y a deux modes qu'on peut prendre. Avec des fois l'anxiété, quand c'est trop élevé puis que ça redescend, c'est qu'on tombe dans le mode panique. Et là, c'est un petit peu comme, oups, il y a un petit voyant lumineux à l'intérieur de nous qui nous dit, oh non, danger, j'arriverai pas. Et là, on peut se faire toutes sortes de scénarios. Puis là, on tombe en mode panique. C'est sûr que ça va moins nous aider. Mais on vous invite, quand vous ressentez un petit peu les papillons dans le ventre, la nervosité qui est là, si je reste dans l'exemple de la présentation orale, mais qu'on pourrait appliquer dans d'autres situations, on vous invite, Isabelle et moi, à rester dans un mode observation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est avoir, plutôt que d'aller en mode panique, peut-être dans sa tête, un petit peu une réaction comme OK, cool, merci. Merci, système nerveux, d'être là un petit peu. Puis merci à quelque part parce que tu m'indiques qu'il y a quelque chose qui est peut-être important. Hein? Je vais essayer de tasser ici l'image pour que vous puissiez bien voir le texte. C'est qu'en quelque sorte, quand on reste en mode j'observe qu'est-ce qui se passe, on reste en mode curiosité. Notre anxiété, elle est là pour nous informer des fois de ce qu'on a besoin de faire, ce qu'on a besoin de préparer. Ça va aiguiser nos sens pour bien donc s'adapter à une situation. Puis c'est vraiment un carburant dans une situation de performance. Donc, plutôt que d'aller avec un ah non, puis un mode panique, on vous invite à aller plus dans un mode d'ouverture, puis un mode comme oui, merci système nerveux de fonctionner. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais ça va vraiment vous aider à rester dans une zone plus optimale de l'anxiété. Oui, La alors, parole, Isabelle, pour qu'on... oui, Oui, oui. Alors, évidemment, quand on vit de l'anxiété ou quand on vit de l'inconfort, c'est assez rare que ça se présente de façon claire et précise dans notre corps, dans notre tête. Hein. Souvent, c'est plutôt, hein, les émotions arrivent, elles peuvent être entremêlées, on peut avoir des émotions contradictoires dans une même situation, plusieurs émotions. Donc, la première étape, ça va peut-être être d'essayer de démêler notre boule d'inconfort et d'essayer de préciser ce qui se passe et de mettre des mots sur ce que l'on ressent. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Bien, première chose qui est utile à savoir, c'est que l'être humain est composé d'une mécanique interne, hein, un peu comme une voiture. Là, si on va au garage parce qu'on a un problème de voiture, le garagiste va lever le capot pour voir un petit peu les fils, là, évidemment, ce qui se passe à l'intérieur de la voiture pour trouver le problème. Bien, la mécanique humaine, notre mécanique humaine, elle est composée de trois dimensions qui sont interreliées. C'est-à-dire qu'on pense, on a des sortes de pensées qui nous viennent à l'esprit, on ressent des émotions, on ressent aussi des sensations physiques et évidemment, on agit. Donc, l'action, c'est un peu comme si un caméraman nous filmait. Qu'est-ce qu'il nous verrait faire ou qu'est-ce qu'il ne nous verrait pas faire? Parce que ne rien faire dans une situation, c'est aussi une action. Et souvent, hein, vous remarquez, on va se dire des choses comme oh, ça file pas, je sais pas pourquoi, oh, je me sens fébrile, nerveux, puis on n'arrive pas à identifier de pensée précise, ou on agit d'une certaine manière dans une situation, puis dans le fond, c'est pas clair qu'est-ce qui a motivé notre comportement. Donc, ça va être utile d'essayer d'identifier, de voir que
nos pensées, nos émotions, nos sensations physiques et nos comportements sont en constante interrelation. Puis c'est pas trois affaires désarticulées à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, pour essayer justement dans une situation de mettre des mots, donc de démêler notre boule d'inconfort, on peut se poser des questions qui vont nous être utiles et on vous invite à essayer de le faire. Évidemment, on va s'arrêter au contexte au début. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Donc, où, avec qui, quand? Donc, j'ai eu un conflit avec ma mère, j'ai envoyé un texto, puis j'ai pas eu de réponse. J'ai un examen de chimie dans 2 jours. Mais ça, ce sont des situations. C'est pas suffisant pour comprendre ce qui se passe. Les étapes après, c'est de voir, ben, OK, qu'est-ce que j'ai ressenti? Donc, le fait d'envoyer le texto et de ne pas avoir de réponse, qu'est-ce que je me suis dit par rapport à cette situation-là? Le conflit avec ma mère, quelles ont été mes pensées? J'ai un examen de chimie dans 2 jours. Pourquoi je suis stressée? Est-ce que j'ai des inquiétudes par rapport à ça? Donc, qu'est-ce qu'on a ressenti? Qu'est-ce qu'on s'est dit dans notre tête? Donc, un peu comme hein, les petits bonhommes de BD là, avec la petite bulle, hein, quel a été le verbatim dans la petite bulle. Et évidemment, qu'est-ce qu'on a fait comme geste ou comme action, évidemment, dans cette même situation-là. Et l'intérêt de faire la chose, c'est que, évidemment, vous savez, quand on est anxieux, évidemment, c'est le système thalamique là, qui s'active. Et puis, évidemment, le simple fait de mettre des mots va activer le cortex préfrontal, ce qui va venir un peu calmer l'amygdale. Donc, c'est une petite plus-value, évidemment, à faire l'exercice de mettre des mots, d'identifier ce qu'on ressent. Évidemment, ça ne va pas enlever l'inconfort. On n'a pas trouvé le bouton on-off pour s'enlever l'inconfort émotionnel, mais ça peut peut-être provoquer un léger apaisement. Et parfois, le simple fait de comprendre ce qui se passe va nous aider à moins paniquer devant notre inconfort et peut-être à ce que ça nous fasse moins peur aussi. On continue. Donc, on va continuer un petit peu dans les mythes. Amélie l'a commencé un peu à l'aborder. Il y a différents mythes qu'on entretient par rapport, évidemment, à l'anxiété, aux émotions en général, à l'inconfort. Et un de ceux-là, c'est le fait qu'on peut contrôler nos pensées. Hein? Ça, on entend ça souvent. Pense positif, pense à autre chose, pense pas à ça. Et pour introduire cette notion, on va vous demander de faire un petit exercice à la maison. Donc, si vous voulez prendre là, un petit 30 secondes, fermez vos yeux. On va vous demander d'imaginer un chameau. Voilà, donc de prendre quelques secondes, fermer les yeux. On s'imagine dans le désert, on voit le chameau, on visualise bien. Et une fois qu'on a visualisé maintenant, pendant les 30 secondes qui vont suivre, vous allez tout faire pour ne pas penser au chameau. Donc, nous vous demandons de ne pas penser au chameau. On y va pour 30 secondes. Allez, on y va, on pense pas au chameau. Au désert, pas de chameau. Faut pas qu'il y ait d'image non plus, hein? Non, Ouais. pas d'image de désert, d'oasis, de sable. OK, donc évidemment, si on était, devant vous, on pourrait vous demander ce que vous avez observé. Alors, j'imagine, évidemment, parce que c'est une étude qui a été répétée maintes et maintes fois, que vous n'avez pas été en mesure de ne pas penser au chameau durant ces 30 secondes, alors que vous avez eu une consigne contraire. Donc ça, c'est très intéressant et ce que ça nous dit, en fait, c'est que plus on essaie de ne pas penser à quelque chose, plus on va y penser, en fait. C'est comme une balle de tennis ou de ping-pong qu'on lance au mur. Plus on la lance avec force, plus elle va rebondir. C'est pour ça que le fameux conseil, pense pas à ça, pense à autre chose, pense positif, ça fonctionne pas vraiment. Hein. Ces pensées-là reviennent toujours, évidemment, nous hanter. Ici, certains d'entre vous avaient réussi à ne pas penser au chameau durant 30 secondes, parce qu'il y a toujours des gens qui réussissent à ne pas le faire.
petit 30 secondes. Imaginez toute une journée, vous forcez à ne pas penser à quelque chose qui vous inquiète, qui vous fait peur, dans l'énergie que ça vous prendrait. Donc, on vient là de déboulonner un des premiers mythes, qu'on a un contrôle sur ce que l'on pense. On dit souvent les pensées, la tête, c'est comme une machine à popcorn, hein, ça explose dans le micro-ondes. Donc, on n'a pas de contrôle sur les pensées qui popent. Évidemment, on peut, après ça, essayer de changer notre rapport aux pensées, mais on ne peut pas empêcher la survenue de certaines pensées. Voilà. Le deuxième idée, qu'on doit éliminer les émotions qui sont désagréables, tout comme l'anxiété, la colère, la tristesse, parce qu'on entretient l'idée que les émotions dites négatives, en fait, sont soit néfastes ou dangereuses pour le corps, pour la santé, euh, que c'est anormal aussi de ressentir de l'anxiété dans cette situation-là. Souvent, on va dire ça, mais mes amis ou les autres gens, ils s'en font pas autant pour ça. Ils vont pas être aussi anxieux dans ce genre de situation-là que moi. L'idée aussi que l'anxiété, c'est un signe de faiblesse, d'incompétence, vraiment de manque de confiance en soi, que si on était vraiment solide et fort, on ne vivrait pas d'anxiété dans ces situations-là. Et aussi que l'anxiété, une fois installée, va persister indéfiniment dans le temps. Donc là, je vais comme rentrer dans une abysse d'anxiété, puis je ne m'en sortirai pas. Vous remarquerez que quand on se sent bien, quand on se sent serein, apaisé, calme, on est souvent conscient que c'est un état qui va durer de façon temporaire. Hein? Donc, on l'apprécie, mais quand on parle d'anxiété ou d'émotions qui sont plus difficiles, là, généralement, il va y avoir cette préoccupation-là que ça va rester, qu'on ne s'en sortira pas. Et Amélie et moi, on trouve ça plus utile, plutôt que d'avoir deux classes d'émotions, donc les émotions positives d'un côté, les émotions négatives de l'autre, de voir les émotions plus sur un continuum. C'est-à-dire que oui, il y a des émotions qui sont très agréables, comme l'excitation, la sérénité, le calme, la gratitude. Et à l'autre bout du spectre, il y a des émotions qui sont moins confortables ou inconfortables, mais qui ne sont pas négatives pour autant. Parce que, comme Amélie l'a dit au début, ces émotions-là peuvent nous servir, elles peuvent être utiles à certains égards. Voilà. Il y en avait des bonnes puis des moins bonnes émotions, alors que... Oui, ça ne nous aide pas, à accepter leur présence, à tolérer qu'elles soient là dans notre vie. Donc, c'est vraiment un continuum, voilà, et on se situe à différents niveaux du continuum selon les situations. Hmm. Oui, puis effectivement, puis c'est sûr que quand les émotions sont moins confortables à ressentir, bien, notre premier réflexe, c'est d'essayer de fuir notre inconfort. Hein? Fait que c'est vraiment un mécanisme qui est généralisé, qui est là, qui est ancré en nous depuis de longues dates. Hein? Donc, cette idée-là que de manière générale, en fond, l'être humain, il est programmé. Hein, on est programmé comme ça pour fuir ce qui est souffrant, pour éviter ce qui est désagréable, ce qui pourrait être perçu comme menaçant. Dans le fond, ça a déjà été utile et adapté pour l'homme des cavernes, comme on l'a ici, d'être capable de fuir des situations qui peuvent être menaçantes et dangereuses. Donc, on a un peu ça qui est ancré en nous depuis des millénaires. Donc, se fâcher contre ce premier réflexe-là serait pas très utile et aidant parce qu'on l'a naturellement. Par contre, donc, c'est vraiment cette réflexe-là qu'on a de manière générale de lutter pour ne pas ressentir notre inconfort. Et là, on a mis un « et pourtant ». Hein? Fait qu'on va regarder un petit peu ensemble. Après, on va se questionner sur est-ce que ça fonctionne vraiment? Mais dans un premier temps, vous allez voir ici un petit quiz qu'on retrouve justement dans notre livre. Aussi, il y a tout un chapitre sur cette idée-là de lutter contre notre inconfort. Fait qu'on a des petits exemples ici de lutte qui pourraient, dans le fond, vous aider à bien identifier quand vous luttez. Donc, par exemple, hein, j'évite des situations que j'appréhende ou qui me font peur. Vous pouvez penser, ouais, ça me ressemble ou pas. Tu sais, je me retire d'une situation quand je ne me sens pas bien. Ou encore, je remets à plus tard des choses que je dois faire.
Je crains de dire ce que je pense vraiment par peur de comment les gens vont réagir ou ce que les gens pourraient penser. Hein, je passe des heures sur Internet, sur les réseaux sociaux ou encore à faire des jeux vidéo, d'écouter des séries en boucle pour essayer de me distraire puis me changer les idées quand ça ne file pas. J'ai tendance à appeler ou à texter rapidement mes amis ou ma famille si j'ai besoin de réconfort. Hein, vous voyez, fait que là, il y en a comme différents qu'on peut voir, qui ont vraiment tous le même réflexe, qui est de chercher justement à fuir notre inconfort émotionnel. Hein. Donc, on pourrait, dans le fond, regardez, je reviens à l'image de la vague. Hein? Puis pour un peu illustrer ça, souvent ce qu'on fait, puis je vais vous inviter, on va même le faire ensemble, c'est comme si quand on a une vague d'émotions qui arrive, souvent notre premier réflexe, c'est de lutter. Fait que je vais comme vous demander de serrer vos poings fort, fort, fort. On va faire ça pendant 30 secondes. Okay? On essaie de serrer le plus fort possible. On ne lâche pas. Puis, c'est sûr, si Isabelle et moi, on vous avait devant nous, on vous demanderait de dire à haute voix qu'est-ce que vous ressentez pendant que vous serrez les poings fort, fort. Puis on continue, on ne lâche pas, on serre les poings. En tout cas, moi, j'ai comme le souffle coupé, là. C'est sûr que j'essaie de Ça parler en fait même mal, temps. là, les ongles dans la peau, là. Ah, ça fait mal, les ongles rentrent Ouais. à l'intérieur, Ouais. OK. Des Je suis comme, tensions dans tous les bras, le haut du ouais, bras, l'épaule, hein, je suis comme, l'avant-bras. ouais, on est comme tendu, hein. Ouais. OK. Puis, observez maintenant si on ouvre doucement les mains, puis on laisse les paumes vers le haut, les sensations qui se présentent à vous. J'ai comme relâchement, Fraîcheur. fraîcheur. J'ai comme libéré. Il y a le mot libéré qui me vient. Ouais. Libération. Libération, hein? OK. C'est juste un petit exemple, mais comme pour illustrer, avec les exemples qu'on a mis tout à l'heure là, dans le petit questionnaire, c'est comme si justement, face au stress puis à l'anxiété, notre réaction initiale, si on est justement en mode panique, bien, on va avoir tendance à lutter. Puis c'est comme si on se promenait, là, même si on n'agit pas comme ça, puis ça se passe à l'intérieur de nous. Puis il y en a même peut-être d'entre vous que ça peut même pas paraître de l'extérieur. On peut avoir l'air bien cool, puis bien relax, mais à l'intérieur, on est comme ça. Fait que quand on passe la journée comme ça ou des heures comme ça, on augmente aussi notre inconfort. Et comme Isabelle a dit, c'est un peu comme plus on essaie de résister, bien, des fois, plus, hein, c'est un peu comme l'image de la balle qu'elle a donnée Isabelle tout à l'heure, bien, plus on essaie de résister, plus ça persiste. Ça, c'est un dicton de Carl Jung qui dit « ce que l'on résiste persiste ». Et qu'on va vous inviter, des fois, si vous remarquez que quand la vague arrive, que tout de suite, on a le réflexe d'essayer de se crisper. On peut se crisper physiquement, mais on peut aussi être en mode lutte et avoir les poings fermés comme dans notre tête en se disant « Ah non, il faut que ça arrête, je ne veux pas ». On va, dans le fond, vous proposer d'essayer d'être un petit peu plus dans une attitude d'ouverture, de relâchement pour ne pas dépenser de l'énergie en plus de la vague, en plus, on se rajoute une couche de résistance. Hein? Donc, plutôt que de lutter, hein, pour faire face à nos émotions inconfortables, on a mis une petite image ici. C'est comme si je suis assise sur mon canapé et là, j'ai plein d'émotions à côté de moi. Hein, je dois un petit peu faire de la place à mes émotions inconfortables. Ça pourrait être, exemple, on voit de la déception, ou je me sens tendue, ou j'ai une boule dans l'estomac. C'est sûr que si on est en mode je résiste, hein, ben, on va vouloir enlever toutes ces émotions-là du canapé. On va essayer de prendre toute la place sur le canapé pour pas que ces émotions-là soient là. Mais on ne contrôle pas l'arrivée des émotions. Donc, on vous invite un peu plus à essayer de faire, bon, ben, OK, tu es là, bon, ben, je ressens de la déception ou je remarque que j'ai de la boule dans mon estomac. Fait que juste de dire, bon, ben, OK, je leur fais une petite place à côté de moi. Évidemment, donc, je leur fais une petite place à l'intérieur de moi aussi, sans juger, parce qu'on est déjà en train d'avoir un moment difficile. Donc, on vous invite de ne pas rajouter en plus une couche de jugement ou de résistance face à ces émotions-là. On en vit tous. Alors, peut-être quelques métaphores pour vous aider à illustrer un petit peu justement l'idée de faire de la place.
On dit parfois une image vaut 1000 mots. Alors, si jamais vous vous trouviez dans un endroit où il y a des sables mouvants, sachez que la posture qu'on doit adopter si on est pris dans un sable mouvant, c'est de faire l'ange ou de faire l'étoile, hein. Alors que notre premier réflexe, ce serait évidemment de se débattre et d'essayer là, de sortir du sable mouvant. Plus on se débat, plus on risque d'être attiré vers le fond. Donc, c'est un petit peu, ça illustre un petit peu l'idée d'être dans une position où effectivement on accueille, en fait, on essaie de ne pas lutter, de ne pas, dans le fond, ajouter un problème à une situation qui est déjà problématique. L'autre métaphore, l'idée de marcher dans le froid. Vous savez, quand il fait très, très froid dehors, et ça arrive souvent chez nous, on a le réflexe de se courber, de rentrer le dos, de se crisper, un peu dans l'idée que ben, si on marche comme ça, on va moins ressentir le froid. Or, il paraît que lorsqu'il fait froid, au contraire, il faudrait marcher les épaules en arrière, d'être un peu dans une attitude d'ouverture. Et évidemment, le froid, on va le sentir quand même, mais on n'aura pas en plus les tensions qui viennent du fait d'être crispé ou d'être recroquevillé. Et l'autre image, évidemment, qu'on peut illustrer, évidemment, pour à la fois aborder la lutte et l'idée de faire de la place à l'inconfort, c'est l'idée du trou. Donc, admettons que vous marchez et vous tombez dans un trou et il y a une pelle dans le trou. Premier réflexe, évidemment, c'est de prendre la pelle pour creuser, parce qu'une pelle, ça sert à creuser. Et on le voit des fois, hein, qu'on a tendance à suranalyser une situation qui n'est pas claire, qui est ambiguë. On se pose des questions, on suranalyse. Donc, c'est comme si là, on pèle, hein, et là, dans le fond, on s'enfonce du trou. Peut-être que la meilleure attitude quand on est pris dans un trou, c'est peut-être de rien faire et d'attendre que quelqu'un passe pour nous aider, ou d'être créatif et de penser à utiliser la pelle d'une autre manière. Mais clairement, creuser ne nous aidera pas. Donc, ce sont des petites métaphores que vous pourrez évidemment vous rappeler dans les moments où vous serez tenté de lutter contre l'anxiété. On le voit Voilà. beaucoup, hein, celui-là de l'appel, hein, Isabelle, Oui, quand tu la l'entends. suranalyse, hein, les situations avec les amis, Pourquoi? Il faut les que je comprenne. textos, exactement, comprendre. Et c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais ça, on peut passer, vous savez, des heures et des heures à essayer de comprendre une situation et quand même rester évidemment dans le flou, dans l'incertitude. Ouais. Donc, ce sont des petits outils pour vous aider à essayer effectivement de moins être en lutte contre Oui. l'inconfort. Puis je rajouterais même, là, j'ai l'image de ne pas prendre la pelle non plus, puis se taper sa tête parce qu'on est pris dans le trou ou on est avec de l'anxiété, puis là, on s'en veut, puis on se compare, puis là, les autres, eux, ils ont l'air de mieux gérer ça que moi. Fait que c'est comme si là, en plus, on prend la pelle puis on se tape dessus. Ça aide pas à sortir indemne du trou. Hein? Oui, donc écoutez, on aurait pu passer encore plus de temps à présenter tout plein de choses ensemble. On voulait faire une petite conférence pour vous donner certains outils pour mieux composer avec l'anxiété, défaire un peu les mythes que l'anxiété, c'est forcément négatif. Puis finalement, ben voilà, vous donner peut-être un peu déjà des pistes au départ de mieux réagir quand l'anxiété survient. Si vous avez envie d'avoir plus d'outils, bien, on en a tout plein dans le livre ici. On aborde notamment, tu sais, quand les pensées sont vraiment plus souffrantes, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos pensées. On a un chapitre aussi pour bien comprendre notre mécanique interne, ce qu'on essaie de faire aussi dans la conférence, mais on l'explique plus en détail dans le livre. On a aussi tout un chapitre pour mieux composer avec l'incertitude aussi, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, puis ça, c'est un ingrédient qui alimente beaucoup, des fois, le stress et l'anxiété. Donc, voilà. Puis vraiment, on a un chapitre aussi quand là, vraiment les émotions débordent, puis on ne sait pas quoi faire, un petit peu comment mieux réagir vraiment là, quand on a besoin là, de vraiment s'envelopper de stratégies quand l'anxiété est plus intense.
Donc, notre livre, Tout savoir pour composer avec les turbulences à l'adolescence, il s'adresse vraiment, on vous dirait, pour les 12 à 16 ans. Surtout, on le retrouve aux éditions Midi 30. Vous avez le lien web ici, puis sûrement lié à la capsule que vous avez, à laquelle vous écoutez présentement. Il va y avoir le lien aussi qui va se joindre. Donc, ben, on vous remercie beaucoup de votre attention et puis bonne continuité. Oui, bye tout le monde! Bye!